Cette vie à l'américaine, elle se retrouve la nuit à travers les néons de Caracas. 20 000 kilomètres en 26 jours à travers 10 nations, en commençant par le Venezuela, où il est arrivé il y a quelques heures, tel est dans ses grandes lignes le programme du président de la République française. Première étape donc, le Venezuela, où la forêt des Dériques de la baie de Maracaibo concrétise la richesse essentielle, le pétrole, 14% de la production mondiale et des réserves incalculables. Depuis 6 ans toutefois, depuis la fin de la dictature de Pérez Jiménez, le Venezuela a pris conscience des dangers d'une monoproduction systématique. Le minerai de fer du Cerro Bolívar a permis la création d'un important complexe industriel au confluent de l'Orénoque et du Caroni. Ainsi s'amorce l'indépendance économique du pays, souci majeur des républiques sud-américaines. Quant aux sources d'énergie, elles résident essentiellement dans les possibilités hydroélectriques. Le continent a peu de charbon, mais des fleuves gigantesques. Déjà, la centrale, construite sur le Caroni il y a 5 ans, fournit l'énergie à la première aciérie intégrée, inaugurée en 1963. L'agriculture aussi retient l'attention des pouvoirs publics. Depuis 30 ans, depuis la fièvre du pétrole, c'était un secteur négligé. On ne se donnait plus la peine de produire, on importait. 94% des terres étaient d'immenses domaines, généralement mal exploités. Le régime Bettencourt a renversé la tendance. La réforme agraire a déjà permis de distribuer à 60 000 familles 1 600 000 hectares de terre. L'expérience est encore modeste, mais elle est prometteuse. Le café, le cacao, le sucre, le maïs ont amorcé une spectaculaire remontée. La production de riz a doublé en 10 ans. Certes, le Venezuela ne peut encore suffire à tous ses besoins. Bien que 40% de la population soit rurale, l'agriculture représente encore moins de 10% du revenu national. De plus, depuis 1930, l'émigration des campagnes vers les villes est devenue systématique, vers les villes et vers les centres pétroliers. L'objectif du plan de 7 ans est de renverser cette tendance, ou du moins de stopper le mouvement. 200 000 familles sont intéressées par la réforme agraire, qui s'assortit de programmes de logements ruraux comme celui-ci. Cette sucrerie, exploitée par des Vénézuéliens, illustre l'effort actuel. Le matériel d'autrefois, exposé en plein air, rappelle des temps révolus. Aujourd'hui, la production de sucre suffit aux besoins de la nation. Il en est de même pour le coton, le riz, le maïs et les pommes de terre. Sur ses 2800 km de côte, le Venezuela dispose d'une trentaine de ports bien abrités. Le plus célèbre à cet égard est Puerto Cabello, port-cheveux. Sarade est si calme que les contemporains de Colomb affirmaient qu'un cheveu suffisait à maintenir à l'ancre les caravelles. La Guaira est le plus actif avec Puerto Ordaz qui évacue les produits de la sidérurgie et Maracaibo pour le pétrole. La plupart des autostrades datent de la dictature de Pérez Jiménez qui a duré 10 ans jusqu'en 1958. Ce sont des éléments de contraste. Tout le pays d'ailleurs est fait d'opposition entre les villes champignons et les campagnes désertées, entre le rythme effréné et la désaffection, entre l'opulence et la misère. Ça et là, quelques vestiges de l'occupation espagnole, l'indépendance du pays date de moins de 150 ans. Le pays est situé juste au nord de l'équateur, c'est-à-dire dans la zone tropicale. La moyenne de la température est de 30 degrés à Caracas. La capitale vénézuélienne est sensiblement à la latitude de Conakry. Maracay, au bord du lac de Valencia, fut pendant 25 ans, au début de ce siècle, le quartier général de Gómez, l'implacable dictateur. Il régna jusqu'en 1935. Il avait fait du Venezuela sa propre ferme, convertissant en terre tous ses revenus, ce qui explique qu'après la confiscation de ses biens,
l'État soit devenu propriétaire d'une importante partie du territoire. Tout ici rappelle le souvenir de Bolivar et de ses compagnons. À San Mateo, on peut voir le monument à Ricaurte, l'un de ses lieutenants, et la maison natale des parents de Bolivar. Mais c'est à Caracas qu'il faut faire le pèlerinage dans la maison où a vécu le Libertador. Elle est transformée en musée, on est prié de se découvrir en entrant. Certes, le rêve de Bolivar d'une grande Colombie s'est effondré, mais la réaction en chaîne était amorcée. On frémit en songeant que la guerre libératrice a coûté en 20 ans quelques 500 000 morts au Venezuela. 500 000 morts sur une population totale qui n'excédait pas 2 millions d'habitants. Bolivar ici le jour de son mariage avec Maria Teresa. Bolivar est partout, en pierre ou en bronze, et le plus grand centre de Caracas porte son nom. La plaie de Caracas, ce sont les ranchitos. Ce n'est pas un phénomène particulier au Venezuela. Le Brésil a ses favelas, le Chili a ses calampas. C'est la zone, les bidonvilles par où transitent et souvent restent ceux qui ont cédé à l'attrait de la ville. La vie y est précaire, le chômage y sévit souvent. À 2 pas, le golf du Country Club et sa pelouse toujours impeccable, une coulée de verdure à 2 pas du centre de la ville, et les somptueuses villas des quartiers résidentiels de Palos Grandes, de California et d'Altamira. Une vie à l'américaine, dont l'avènement a coïncidé avec la rage de construire des années d'après-guerre. Le dictateur Pérez Jiménez voyait grand, trop grand peut-être. Depuis 6 ans, on freine sérieusement dans ce domaine pour se consacrer aux secteurs les plus déshérités, l'agriculture en particulier. Construire encore, plus grand, plus haut. Caracas rivalisait alors avec Sao Paulo, la métropole la plus dynamique du monde sur le plan de la construction. Trois grandes compagnies contrôlent la quasi-totalité de la production du pétrole. Elles assurent à l'État une bonne partie de ses ressources. Les revenus étaient partagés par moitié entre l'État et les compagnies. Le président Bettencourt a obtenu que la part de l'État soit portée à 60%. Cette vie à l'américaine, elle se retrouve la nuit à travers les néons de Caracas. La population du Venezuela, près de 8,5 millions d'habitants, est, malgré les apparences, l'une des plus jeunes du monde. La moitié de cette population a moins de 20 ans, les 3/4 ont moins de 35 ans. La progression démographique, près de 4% par an, est l'une des plus élevées du globe. La place du Silencio, c'est le cœur de la cité. Elle mérite assez mal son nom. C'est le forum de la ville. C'est là que les nouvelles se colportent. C'est là que sont nés les grands mouvements de masse qui ont mis fin au régime de Gomez et de Pérez Jiménez. La population est très métissée. Les Indiens purs sont encore groupés en tribus, souvent inaccessibles. Derrière le Silencio, le Centro Bolivar. C'est l'aspect officiel de Caracas, le quartier du Parlement, du palais présidentiel, du siège du conseil municipal et des ministères. Avec ses 1300 000 habitants, Caracas représente 1/7 de la population totale. C'est beaucoup, mais c'est encore moins que certaines autres capitales,
Buenos Aires et Santiago représentent un quart, Montevideo un tiers de la population de l'Argentine, du Chili et de l'Uruguay. Ce que pense le gouvernement de Caracas du voyage du président de la République française, écoutons le ministre de l'Intérieur, M. Gonzalo Barrios, membre du Parti d'Action démocratique, au pouvoir depuis la chute de Jiménez. Que représente pour le Venezuela cette visite du général de Gaulle? La visite du général de Gaulle représente pour le Venezuela un grand geste amical de la France. Nous pensons que cet ambassadeur unique porte en lui la qualité d'un grand chef militaire, d'un homme d'État exceptionnel et d'un penseur de force, de cœur et d'esprit. Qu'attend au juste le gouvernement vénézuélien de notre pays? Le gouvernement vénézuélien attend de la France l'amitié, naturellement. Mais l'amitié au monde moderne veut dire un peu d'aide, d'entraide, si vous voulez. L'aide économique? Aide économique, technique, etc. On est dans un monde, on a besoin les uns des autres. Pour les 2 jours qu'il va consacrer au Venezuela, c'est ici, au cercle militaire, qu'ont été aménagés les appartements du président de la République française. De la fenêtre du grand salon, le général de Gaulle aura une vue imprenable sur la ville et les montagnes avoisinantes. Le monument aux morts de la ville donnera lieu également à une manifestation. On n'a pas oublié la part que prit le Venezuela au dernier conflit mondial. Le général de Gaulle a emprunté cette autostrade pour monter de l'aérodrome de Maiquetía au niveau de la mer jusqu'à Caracas à 900 mètres d'altitude. Pour le reste, le très bref séjour ne lui permettra pas sans doute de découvrir, comme nous venons de le faire, cette juxtaposition de tradition et de dynamisme, cette disproportion entre les insuffisances et les réalisations, tout ce complexe qui fait de ce pays, grand comme presque 2 fois la France et 6 fois moins peuplé qu'elle, une nation d'avenir par excellence.